Chapitre 16. Rien, un charmant village. Vous n'allez pas en revenir, mais aux Pays-Bas, il y a une ville qui s'appelle Rien. Trop rigolo. Rien est un charmant village néerlandais de la commune de Sud-West-Friesland en Frise, au nord des Pays-Bas. Coordonnées GPS, 53 degrés, 5 minutes et 44 secondes de latitude nord et 5 degrés 39 minutes 26 secondes de longitude est. Rien est situé dans le sud de la commune, au bord du Friens-Hierter-Viert, et en 2009, il était habité par seulement 132 habitants et habitantes, ce qui n'est vraiment pas des masses en vrai. Apparemment, c'est un village qui a toujours historiquement été relié à un autre village, Listverum. Et du coup, pas d'école et pas d'église. Donc en gros, à Rien, il ne se passe rien. Déjà, il a eu son statut de village uniquement en 1955. Avant ça, ce n'était rien, juste un bout d'un autre village. Donc il n'y a vraiment rien à dire sur cet endroit. À part peut-être qu'il vit grâce au commerce de chevaux. Mais franchement, moi je trouve qu'on s'en tape de cette information. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que c'est un village qui s'appelle Rien. Et ça, c'est vraiment génial. En plus, là-bas, il y a presque rien. C'est trop marrant. Si à tout hasard vous voudriez voir la météo du village de Rien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à mon mémoire écrit. Au moment où j'écris ça, c'est la grosse canicule. Et là-bas, il fait froid. Ça me donne envie d'aller à Rien. Mais du coup, question. Si on va à Rien, est-ce qu'on va nulle part ? Ok, ça m'a donné une autre idée de Rien. Quand j'étais une adolescente aux cheveux gras, j'ai lu La face cachée de Margot, de John Green. On ne va pas épiloguer sur le sujet de ce livre, si ça vous intéresse d'en savoir plus, faites comme tout le monde et allez demander à Internet. Bref, dans ce livre, les personnages parlent rapidement des villes de papier. D'ailleurs, c'est le nom du livre à la base. En anglais, Paper Town. Et je ne sais pas, en parlant de la ville de Rien, ça m'a fait repenser à ça. Donc je suis allée faire 2-3 petites recherches sur le sujet, et c'est assez rigolo comme histoire. Ça vaut le détour. Contexte. Les années 30, aux États-Unis. L'économie est en mode pompe et up grâce à un élément principal, l'essor de l'automobile. Les Américains construisent alors des voitures, bien entendu, mais aussi des stations essence, des routes, des autoroutes, enfin tout ce qu'il faut pour conduire à l'aise. Et du coup, les entreprises de voitures, pour encourager les gens à se déplacer, ils donnaient plein de cartes routières. Sauf que les personnes qui fabriquaient les cartes routières, ils aimaient pas être plagiés. Normal. Donc ils cachaient des petites bêtises dans leurs cartes, comme ça, dès qu'une entreprise sortait une carte avec ce petit détail faux en plus, bam, attaque en justice pour violation des droits d'auteur. Trop stylé. Ça pouvait prendre différents aspects. Des routes plus larges que la réalité, des petits dessins cachés entre deux reliefs de montagne, le nom du ou de la cartographe écrit en tout petit quelque part dans un champ, enfin ce genre de choses quoi. Delphine Montagne, qui a écrit un article sur le sujet, les appelle des œufs de Pâques cartographiques. Je trouve ça trop mignon comme appellation. Et donc parmi tous ces petits Easter eggs, on a aussi pu observer la création de fausses villes, les villes de papier. Et l'exemple le plus connu est Agloé. Coordonnées GPS, 41 degrés, 57 minutes, 56 secondes de latitude nord, 74 degrés, 54 minutes, 23 secondes de longitude ouest. C'est une ville qui à la base n'existe pas et qui a été ajoutée sur une carte par Otto G. Linderberg et son assistant Ernest Alpers, fondateur de la General Drafting Corporation, pour pas qu'on leur pique leur carte. Mais tout bascule en 1950 quand un petit monsieur ouvre un magasin à Agloé pour faire son business et il l'appelle Agloé General Store. Parce qu'en fait, il avait acheté une carte ESSO qui sont eux-mêmes clients de la General Drafting Corporation. Du coup, sur la carte, il y avait écrit le nom de la ville. Et le problème, c'est qu'un jour, nos copains Otto G. Linderberg et son assistant Ernest Alpers, fondateurs de la General Drafting Corporation, se sont fait piéger pour de vrai. Mais vu qu'il y avait ce petit magasin qui existait, ça a suffi au plagieur Rand McNally de justifier l'existence de la ville et donc de gagner le procès. Moi, je trouve ça trop drôle. Parce qu'à la base, Agloé, c'était vraiment le rien. Et c'est devenu du presque rien, grâce au magasin. Parce que du coup, c'était pas vraiment une ville, puisqu'il n'y avait qu'un magasin, ça compte pas vraiment. Mais quand même, c'était un peu quelque chose, puisque Rand McNally a pu gagner son procès et que Agloé est apparu sur plein de cartes jusqu'en 1990. Pour clôturer ce chapitre sur les villages de Rien, je voudrais parler d'une exposition photo que j'ai vue en 2018. Je trouve que ça rentre trop dans le sujet.
Et franchement, comment j'ai galéré à retrouver les archives de cette exposition, ça m'a pris littéralement 2 heures. Donc j'ai eu l'occasion de la découvrir aux Rencontres d'Arles en 2018, dans une petite pièce du cloître Saint-Trophime. Elle s'intitulait « Le village Potemkin » et a été réalisée par l'artiste autrichien Gregor Seiler. Cette série de 50 photographies couleurs nous montre les villages Potemkin modernes, documentés par l'artiste entre 2015 et 2017. Le village Potemkin, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un village, mais pour de faux. C'est pas du vrai, c'est pas du village, c'est du rien. Mais pas du rien comme les villes de papier de la face cachée de Margot. C'est du rien avec une fonction. C'est du rien volontairement créé. L'expression village Potemkin est apparue pour la première fois en 1787 en Crimée, lorsque l'impératrice Catherine II la Grande est venue faire une petite visite dans la région. Les villages étaient moches parce que très pauvres, alors le ministre Grigori Alexandrovitch Potemkin aurait, à ce qu'on raconte, construit des villages entiers dont la façade était en carton-pâte. En mode, on cache la poussière sous le tapis. Ou plutôt, on cache les pauvres derrière une fausse façade. Et donc, Gregor Seiler, il a bien aimé cette affaire. Et il a fait des petites recherches pour trouver des cas similaires. Et il en a trouvé plein. Les humains et les humaines passent apparemment beaucoup de temps à construire des fausses choses. Par exemple, aux États-Unis ou en Europe, il y a plein de villages Potemkin destinés aux exercices militaires. En Chine, il y a des faux villages entiers qui imitent l'architecture européenne. Il existe même encore des villages de rien, en Russie qui ne sont en réalité que des façades, érigées pour duper le regard de personnalités importantes lors de leur visite dans certaines régions. Dans le livre The Potemkin Village, il y est expliqué que les images de Seiler donnent accès au monde des faux, des copies et des façades artificielles. En les exposant à l'œil du spectateur, il soumet la valeur de ces aberrations, souvent absurdes de la société d'aujourd'hui, à une épreuve de vérité. En gros, Gregor Seiler se moque un peu de toute l'énergie qu'on peut mettre dans la création du rien. Tout ça pour faire semblant d'avoir des choses. Vous imaginez ? Passer des semaines à créer un faux village ? Moi, je trouve ça vraiment amusant. Je vous laisse avec quelques images des villages de rien dans mon mémoire écrit. N'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description, encore une fois. C'est quand même un peu flippant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, je crois que ça m'angoisse vachement même. Je crois que je détesterais me retrouver dans un faux village, particulièrement les faux villages vides là, ceux des exercices militaires. Je crois que c'est parce que dans ma tête, l'idée d'une ville ou d'un village, c'est pour mettre des gens ensemble, pour qu'ils puissent vivre plus ou moins tranquillement. J'associe les regroupements de maisons aux regroupements de gens, alors quand il manque les gens dans les maisons, mon esprit il est trop perturbé. Je ressens vraiment la même chose que quand j'étais adolescente aux cheveux gras et que je jouais à Minecraft dans les maps créées par des personnes trop fortes qui créaient des villes trop cool. J'avais l'impression que le corps de mon avatar devait remplir le rien à l'intérieur des maisons vides et ça me faisait me sentir vraiment toute seule. C'est étrange que le vide crée des émotions comme ça, qui ne sont pas du tout le rien. C'est déjà fini ? Rendez-vous au prochain épisode.